Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce 20h. La tension est montée d'un cran à Niaguis. Des populations ont manifesté contre la spoliation foncière dans cet arrondissement. Elles ont exigé la libération de 4 des leurs mis aux arrêts depuis 4 mois. À Ndombor, dans l'arrondissement de Mérina Dakhar, les populations accusent le maire d'avoir attribué 4 hectares et demi à un promoteur privé. Le maire, Modou Fall, recuse et estime que ces terres appartiennent au domaine national. Les Américains élisent leur président de la République ce mardi. Le directeur du WARC voit un duel serré entre Donald Trump et Joe Biden. Ousmane Sen soutient que le vote des grands électeurs sera déterminant. Et puis Aliou Cissé lâche 25 noms pour la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly effectuent leur retour. De nouveau rejoignent la tanière. On en parle en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Des populations de Niaguis ont marché contre la spoliation foncière dans leur arrondissement. Elles ont également exigé la libération de 4 des leurs mis aux arrêts depuis 4 mois. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi. Est responsable de 3 organisations de la société civile aux côtés des populations de Niaguis pour battre le macadam dans le but, selon eux, de protéger les terres de cette commune contre la spoliation. Depuis 3 ans, nous, population de Niaguis, nous vivons dans la colère, nous vivons dans la misère, nous vivons dans l'inquiétude, nous vivons dans la pauvreté à changer de camp. Monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur de Ziguinchor, vos salaires, c'est nous qui les payons à travers nos taxes et nos impôts. Donc, vous devez être les sous-préfets du peuple, les préfets du peuple, les gouverneurs du peuple, et non en gardant le silence devant la spoliation foncière qui est en cours depuis 3 ans à Niaguis. Les marcheurs exigent aussi la libération de 4 jeunes de Niaguis interpellés dans le cadre de leur lutte. Nous exigeons, sans délai, dans les meilleurs délais, la libération de Abdou, de Idrissa, de Benoît et de Henri. Mais demain, nous la terminerons à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Libérez Abdou, libérez Benoît, libérez Henri, libérez Idrissa, Selon les marcheurs, le gouvernement ne doit pas négliger les litiges fonciers en Casamance, car le conflit armé qui existe dans cette région naturelle est justement né des litiges fonciers. Parce que s'il y a le conflit casamançais, c'est aussi en partie à cause des problèmes fonciers. Et nous voulons la paix. Et les bandits fonciers veulent la guerre. Nous voulons la paix. Et les complices de ces bandits fonciers veulent et nous ne l'accepterons pas. Tous les villages de la commune de Niaguis sont représentés à cette marche. Nous voulons nos terres. Nous voulons nos terres. Attribution de 4 hectares et demi à un promoteur privé. Les habitants de Ndombor, c'est dans l'arrondissement de Mérina Dakhar, accusent le maire Modou Fall et soutiennent que cette mesure risque de menacer la paix sociale dans cette localité. Le maire s'est défendu dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Ne touche pas à nos terres, c'est le cri du cœur lancé par les populations de Ndombolor dans la commune de Koul. Elles se sont retrouvées à la grande place publique pour dénoncer un contrat de culture entre un promoteur privé et la commune de Koul, portant sur 4 hectares et demi de terre. Monsieur le maire a fait désaffecter de 4 hectares et demi du domaine agricole pour les attribuer à la famille Ndiayen et avec l'ensemble des installations propriétaires du collectif et des jeunes producteurs. Les habitants de ce village s'interrogent comment le maire peut-il dès lors prendre un tel engagement sans avoir le mandat du conseil municipal. Dans des conditions que le collectif et les jeunes producteurs ignorent. C'est pourquoi ce collectif sollicite l'intervention de l'État
pour trouver une solution à ce problème. Le maire de Koul apporte des éclairages. Ces terres n'appartiennent plus. Elles ont été désaffectées. Et une fois qu'on a amené ça au conseil, après avoir écouté les explications, les conseillers ont voté à 100% cette délibération. Pour nous, toutes les procédures ont été respectées. Et approuvées par le sous-préfet. Et le sous-préfet aussi, il a reçu cette désaffectation et a approuvé. Il y a aussi donc des textes qui régissent le domaine national. Ces habitants de Ndombolor ont lancé un appel à l'endroit de toutes les autorités locales pour aller dans le sens de poser des actes pouvant préserver la paix dans cette zone d'agriculture et d'élevage par excellence. Cheikh Anta Diop, un voleur tué par balle, c'était le week-end dernier dans le village de Badiadian. Il était accusé d'avoir volé des bœufs dans ce village de Badiari situé dans la commune de Bambali. Et bien ce mardi, la gendarmerie a effectué une descente musclée à Badiari pour interpeller des individus supposés avoir tué le voleur. Au total, 5 personnes ont été arrêtées. Les populations en colère rejettent ces accusations et réclament la libération de leur fils. Explication dans cette correspondance signée Bakary Kanté et Khali Yamé. Un voleur tué à Badiandian le week-end dernier dans la commune de Djendé. Le défunt est accusé d'avoir volé une vache et un taureau dans le village de Badiari situé dans la commune de Bambali. La gendarmerie a interpellé 5 habitants du village de Badiari, des accusations rejetées par les populations. La gendarmerie débarque ici avec 2 véhicules, dont 2 poules sont à l'intérieur pour dire que c'est Sana qui est l'assassin de leur voleur. Parce qu'il a été parti avec quelqu'un, d'après les commentaires de la gendarmerie, que cette personne-là aurait fait comprendre aux uns et aux autres que c'est Sana qui a tué le défunt. Lorsqu'ils ont embarqué nos frères à Sédhiou, on était là-bas. La soirée, on a libéré Sana. Aujourd'hui encore, 4 véhicules de gendarmerie s'embarquent ici pour dire qu'ils continuent leurs enquêtes en arrêtant encore le même Sana et un de mes frères, Talay Aliou Diata. Leur premier venu, ils disent que le voleur a dit qu'ils ont volé au niveau du troupeau de Sana Dianfo, alors que le troupeau de Sana n'a même pas été touché. C'est au niveau de notre maison, notre troupeau qui a été touché. Donc c'était comme ça, c'est regrettable. Vraiment, nous regrettons cet acte. Le chef de village de Badiari, Abdou Sidibé, réclame la libération des fils de Badiari. S'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relâcher purement et simplement. Le gars qui a été tué, c'est dans la commune de Djendé et non dans la commune de Bambali. Et nous avons, nos gars ont trouvé les bœufs dans la commune de Bambali au lieu de Djendé. Vraiment, je suis vraiment désolé. Actuellement, je nie farouchement que le tueur, ce sont les gens de Badiari. Les villages de Badiari et environ dans la commune de Bambali ont décidé d'organiser une grande marche dans les jours à venir pour exiger la libération de leur fils. Parlons de toute autre chose à présent, avec les vagues de déferlement des jeunes vers l'immigration clandestine qui inquiètent plus d'un à Merlina, Yoro, Fula, au point que les autorités administratives se donnent les moyens de sensibiliser la population à chaque occasion d'une rencontre de mobilisation sociale. C'était le cas hier lors de la cérémonie religieuse de Wunyanki, où le préfet, dans son discours, a beaucoup parlé aux jeunes et leurs parents des conséquences de ce type de voyage. Abdoulaye Diallo. L'engouement des jeunes vers l'Eldorado et les lots de décès que cela engendre sont devenus des événements qui inquiètent plus d'un dans le département de Médina Yoro Fula. C'est pourquoi le chef de l'exécutif dans ce département sensibilise les populations à chaque fois que l'occasion se présente. Vous savez, ces occasions-là, nous, en tant qu'autorité administrative, on en profite pour parler aux jeunes, surtout si on sait que présentement, avec le contexte de l'immigration clandestine quand même, il y avait un message à faire pour surtout leur rappeler les énormes richesses qui existent dans le département et la nécessité de travailler davantage la terre avec l'accompagnement de l'État pour réussir au niveau du département au lieu de sortir vers d'autres pays.
Il a fait cette communication à l'occasion du Gamou annuel de Wunyanki, une cité religieuse située à Kerewan, commune dans le département de Médina Yoro Foulah. Les habitants de ces localités qui rencontrent rarement les autorités saisissent ces occasions pour dire leurs doléances. L'eau est la denrée la mieux recherchée dans cette zone et c'est pourquoi nombreuses parmi les femmes de cette contrée sont victimes d'avortements à cause de la pénibilité de leur corvée d'eau. xam nga léegi nit ëmb ba pare dund bu baax noppaluwul daal amul boppam fu mu toll mi ngi liggéey bu pare di ko bëri liggéey teen bi ñu bëri dañuy affecté ci loolu ndax dañuy wëgg loxo wala ñu jël mbaam yi di ko roote ñi di jël nag yi di ko roote baaj yi dañu diis baaj yi ñuy aw léegi nag loolu day indi ëmb yàq jigéen ñu bëri dañuy seen ëmb day yàq ci loolu. Présentement, à cause de l'absence de pistes praticables, l'accès à ces localités est synonyme d'un parcours de combattant. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle annonce la création d'un centre de formation sur les métiers du cuir à Ngaye, un centre pour retenir les jeunes et lutter par ailleurs contre l'immigration clandestine. Dame Diop s'exprimait au cours d'une rencontre entre les acteurs de la boulangerie et des membres du 3FPT. Je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbarisso et Tierno Laurent Mendy. Ngaye est un pôle de métier pour nous. Nous avons un site d'exposition et de commercialisation. Nous allons y ériger très prochainement un centre de dernière génération sur les métiers du cuir et du peau. Je pense que nous constatons, je le constate et je le regrette comme j'ai dit, que nos jeunes qui empruntent les pirogues, mais comme j'ai expliqué depuis le début de ce fléau, nous, notre rôle c'est de donner de la qualification et de l'emploi aux jeunes. Maintenant, c'est dans ce sens que nous travaillons et j'espère que les jeunes vont avoir une qualification. Je dis, même si vous voyagez avec votre qualification, c'est déjà important. Et nous travaillons à cela à travers un de nos instruments qui s'appelle le 3FPT, qu'il faut le saluer, qui a été mis en place sur la vision du président de la République et qui est en train de faire un excellent travail par rapport à l'employabilité des jeunes. Dans le cadre des réformes du secteur de la boulangerie, des jeunes vont bénéficier d'une formation sur l'hygiène et la qualité, environ 1600 sur l'ensemble du territoire national. La formation est appuyée par le Fonds de financement et de la formation professionnelle. Une rencontre s'est tenue donc dans ce cadre. Compte rendu signé Aminata Mbarisso et Tierno Laurent Mendy. 1600 jeunes qui vont bénéficier d'une offre de formation du Fonds de financement de la formation professionnelle. Des jeunes évoluant dans le secteur de la boulangerie et qui seront spécifiquement formés sur l'hygiène et la qualité. Il s'agit d'une formation qui concerne 1600 boulangers. Quand on sait qu'environ il y a 1800 boulangeries au Sénégal, donc nous touchons largement la cible. Une première phase, oui, mais de l'avis du représentant de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, cette offre semble minime vu le nombre de personnes qui s'activent dans le secteur de la boulangerie. Les prévisions parlent de 1800 boulangers. Mais 1800 boulangers, c'est une goutte d'eau sur la mer. Parce que la boulangerie, en termes d'emploi, ça crée plus de 30 000 emplois. Vous imaginez même pas un dixième. Donc 1800, peut-être pour quelqu'un qui c'est insignifiant. Mais pour la directrice du 3FPT, l'essentiel c'est de faciliter l'insertion des jeunes. Il y en a qui sont déjà dans les dispositifs et dans les structures de formation. Donc nous ne faisons qu'appuyer pour aider à une meilleure structuration. Parce que l'hygiène et la qualité, je pense que c'est la base de tout. Mais comme je l'ai dit tantôt, d'autres formations suivront à ce niveau. Le parcours d'insertion, c'est la base aujourd'hui de tout financement. Ce sont les instructions que nous avons de l'autorité. Des réformes sont entreprises pour mieux structurer le secteur de la boulangerie aujourd'hui confronté à de multiples difficultés. Les acteurs plaident pour la mise en application du décret 2277 qui régit le milieu.
Nous ouvrons le chapitre politique à présent. Les retrouvailles Macky Sall et Idrissa Seck qui font toujours les choux gras de la presse nationale. Pour Serigne Mbacké Ndiaye, l'expérience des libéraux est plus que jamais bénéfique pour ce pays. L'analyste politique Maurice Soudiek-John soutient que le chef de l'État cherche à avoir une grande marge de manœuvre à travers cette alliance. Son sujet signé Pape Faraning et Younous Diatta. Les retrouvailles de la grande famille libérale est en passe de connaître un aboutissement avec le ralliement du président de Rewmi à la majorité présidentielle. Un état de fait jugé normal par certains observateurs après un long compagnonnage. C'est tout à fait normal. Les gens oublient qu'à l'international libéral, l'APR siège aux côtés du Rewmi et du PDS à l'international libéral. Donc je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, quand nous sommes à l'extérieur, les gens sont ensemble. Ils se donnent des accolades, prennent les mêmes positions. Quand nous venons au Sénégal, nous nous comportons comme chien et chat, ce n'est pas bien. Parce que si vous mettez les voix du PDS, de l'APR, du Rewmi et de tous les autres partis qui sont des partis libéraux, beaucoup et autres, c'est à 80%. Le président Sall cherche à glaner, cherche à regrouper toutes les forces politiques qu'il est capable de mettre autour de lui. Mais si déjà il arrive à avoir Idrissa Seck, Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et d'autres, c'est déjà pas mal parce que en plus de Benno Bokk Yakaar, ça lui fait une large coalition, augmenter sa surface de légitimité. Mais l'on s'intéresse déjà sur cette retrouvaille. Sera-t-il effective sans le PDS? Et pour cela, il faut régler le cas Karim Wade pour réussir ce projet. Les négociations autour du cas Karim Wade me semblent être essentielles quant à leur aboutissement pour que le rapprochement entre le président Sall et le PDS puisse être effectif. Il ne faut pas se le cacher, la seule difficulté c'est le cas Karim Wade. Et je souhaite qu'on trouve une solution à cette affaire de Karim Wade-là. Une telle retrouvaille sera-t-elle bénéfique pour le pays? On a l'intelligence chez les libéraux, on a l'expertise chez les libéraux, on a l'expérience chez les libéraux, on a le réseau relationnel chez les libéraux. Mais vous savez, le réseau relationnel du président Abdoulaye Wade, ajouté au réseau relationnel du président Idrissa Seck, ajouté au réseau relationnel du président Macky Sall, mais ça règle tous les problèmes que nous avons dans le pays. La conquête et la conservation du pouvoir. Je crois qu'on est plus sur ce registre que sur un registre d'asseoir un gouvernement qui puisse prendre en charge correctement, efficacement les besoins, les problèmes des Sénégalais. Après le ralliement de Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et Idrissa Seck, il ne reste que le PDS pour réaliser le souhait du père du libéralisme sénégalais de conserver le pouvoir durant 50 ans. Et puis la sortie d'Aminata Touré aux allures de mise en garde, l'ancien président du CSE soutient avoir dirigé cette institution en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion et se réserve le droit d'ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d'intimidation. Première réaction sur la RFM du tout nouveau ministre de l'Urbanisme, l'ex-directeur du COUD se réjouit de la confiance du chef de l'État et rappelle qu'il ne compte pas quitter la Fédération sénégalaise de football. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall avec des images d'Amadouba. Sa nomination sonne comme une consécration après un passage au COUD. Le tout nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique se réjouit de la confiance du chef de l'État à son égard. Merci à l'endroit du chef de l'État qui m'a renouvelé encore une fois sa confiance. Mais je suis convaincu que le renouvellement de cette confiance se fonde à 80% sur la base du travail que nous avons fait au COUD. Et c'est pourquoi je lui renouvelle encore mes remerciements et je prie Dieu de me donner la force et la capacité de continuer de répondre à la satisfaction de ses attentes. Très attaché aux étudiants, l'ex-DG du COUD sollicite leur prière pour la réussite de sa nouvelle mission. Ce que nous avons réussi ici n'est pas l'œuvre d'Abdoulaye Sow, c'est l'œuvre d'une équipe formée par les étudiants, les amicales, le personnel du COUD mobilisé de la première jusqu'à la dernière heure, mais aussi et surtout aussi le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur. Et il faudrait associer les étudiants dans ce que nous faisons et ensuite prendre les responsabilités, les décisions avec responsabilité. Abdoulaye Sow a le foot dans le sang. Malgré son rang de ministre, il compte rester à la Fédération sénégalaise de football. Ma posture à la Fédération sénégalaise de football dépend de la volonté des clubs et des acteurs du football. Mais ce que je peux dire de manière très claire,
c'est que je resterai dans le football, quel que soit le niveau de responsabilité où je serai. Le sport, le football, c'est ma passion. Et cette passion-là, je vais mourir avec. Je prendrai un jour retraite de la fonction publique, mais je ne prendrai jamais retraite du football. Ça, c'est ma vie privée et je mesurerai à l'aune de mes responsabilités pour voir quel degré et quel niveau de responsabilité je pourrais assumer dans le football. Après un passage de 17 mois à la tête du COUD, Abdoulaye Sow a su marquer de son empreinte l'espace estudiantin, un travail réussi que les étudiants ont salué en lui rendant tous les honneurs. Première réaction sur la TFM et non RFM, autant pour moi. Le député Malick Gueye accuse Idrissa Seck d'avoir trahi les membres de la coalition Idy 2019 pour cause. Le directeur des structures du grand parti révèle l'existence d'un compromis qui prévoyait de garder cette grande coalition jusqu'en 2024 avec un autre candidat différent du leader du parti Rewmi. Malick Gueye était l'invité d'Info Matin. Je vous propose de l'écouter. Nous, notre compagnonnage avec Idrissa Seck, on avait acté un certain nombre de compromis qui devaient mener vers des accords. Lequel compromis devait garder la coalition jusqu'en 2024 et choisir un autre candidat qui n'était pas Idrissa Seck. Notre parti positionnait Malick Gakou pour qu'il soit le candidat de cette grande coalition qui a eu 20%. Donc malheureusement, moi je pense que la politique est ce qu'elle est. Bon, aujourd'hui, au crépuscule de sa vie politique, il peut aller engager son parti dans une station de pondération. Parce qu'il n'y a plus d'évolution dans l'ambition présidentielle. Maintenant, tous les cadres qui sont derrière, c'est une trahison. Donc, moi, je ne suis pas surpris, vous savez, d'Idrissa Seck. Parce qu'en réalité, il faut se rappeler qu'il avait laissé Ousmane Tanor Dieng ici, à midi, à la permanence du Parti socialiste, pour la constitution d'une coalition qu'il avait déjà actée, qui s'appelait Djamodji, pour aller au palais. Voir Abdoulaye Wade et les laisser à la maison du Parti socialiste. Maka Baka, j'en parle pas. Le protocole de Rebeuss, j'en parle pas. La tortuosité. Vous savez, aujourd'hui, il est même le guide spirituel de la tortuosité au Sénégal. Et puis retenez que le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau ont décidé de reporter le 9e forum mondial de l'eau prévu à Dakar, la date du 21 au 26 mars 2022, un report qui est dû à la progression de la pandémie du coronavirus dans le monde. Journée scientifique du littoral du 3 au 6 novembre 2020. Le thème cette année porte sur exploitation pétrolière et gazière. Quel enjeu pour le Sénégal et les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif est de proposer une réponse pertinente aux autorités. On voit cela dans cet élément signé Ibou Diouf et Diafaraba. Il s'agit d'évaluer l'apport de la recherche scientifique dans l'évaluation et la gestion des risques environnementaux liés à l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal, une problématique évoquée lors de cette journée scientifique du littoral. Nous avons initié ces journées pour réfléchir ensemble entre les sociétés pétrolières, les chercheurs, les communautés à la base, donc réfléchir ensemble sur comment exploiter ce pétrole de façon bénéfique pour notre pays. La côte, c'est notre carte d'identité. N'oublions pas que nous avons 700 km de côte. Nous avons intérêt également à exploiter de façon durable, rationnelle et équitable nos gisements de pétrole et de gaz. L'exploitation pétrolière et gazière en vue au Sénégal, universitaires et acteurs du secteur énergétique s'interrogent déjà sur les enjeux. Nous, nos inquiétudes en tant que chercheurs, en tant qu'environnementalistes, quand on parle d'exploitation de pétrole et de gaz, la première crainte, c'est les pollutions. Et qui dit pollution, dit impact sur les ressources halieutiques. Alors si on a ce qu'on ne souhaite pas, parce que nous pensons que le Sénégal peut faire exception. Cette opportunité de découverte qui va amener beaucoup de valeur ajoutée économique, comment on peut faire pour développer notre pêche, pour la sécuriser, et puis pourquoi pas outiller nos pêcheurs pour qu'ils soient en mesure d'exercer leur métier de façon bien plus conséquente, mais en cohabitation parfaite avec ces opérations pétrolières. La 4e édition des Journées scientifiques du littoral permet aux différents acteurs d'échanger pour aider les décideurs de maîtriser les conséquences environnementales de l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal.
Élection présidentielle américaine, c'est le jour J aux États-Unis ce mardi 3 novembre. 200 millions d'électeurs doivent départager le président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Pour le directeur de War Koosmansen, la bataille s'annonce serrée entre les deux candidats et que seuls les votes des grands électeurs pourra les départager. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Tous les 4 ans, les citoyens américains sont appelés dans un scrutin au suffrage universel indirect à désigner leur nouveau président. Ce 3 novembre, les électeurs américains choisiront le nouvel occupant du bureau ovale de la Maison-Blanche. Entre Donald Trump et Joe Biden, il y a un écart de 8 points, 8-9. Vous pouvez me dire, en 2016, il y avait un écart entre Hillary Clinton et Donald Trump, mais cet écart était de 4 points. Donc ici, c'est le double que l'on voit. Est-ce que cela permettra à Joe Biden de remporter la mise? Il y a la grande question des grands électeurs. Et à ce jour, et pour la première fois, plus de 99 millions d'électeurs américains ont voté par anticipation ou par correspondance. Il y a énormément d'Américains qui ont voté par anticipation. Il y a énormément d'Américains aussi qui ont voté par la poste. C'est le vote par correspondance. Ils font plus de pratiquement 99 millions d'Américains qui ont déjà voté. 99 521 972 Américains ont déjà voté au moment où on parle. La bataille sera serrée et le départage se fera entre les grands électeurs. Le nombre qu'aura le candidat, qui sera déterminant. Combien de grands électeurs? 538. Ça correspond à peu près aux représentants et aux sénateurs qui sont dans le Congrès américain. C'est à peu près les mêmes chiffres, plus Washington DC. 538, la moitié c'est quoi? 269. Si vous avez 269 grands électeurs, vous ajoutez un dernier électeur, vous avez 270, mais vous gagnez. Et vous gagnez que d'une seule voix. Le challenge, c'est quoi? Le challenge, c'est faire en sorte de remporter les États qui ont le plus de grands électeurs. Ce 3 novembre, le monde entier retient son souffle en attendant de connaître les résultats de ces élections, entourées de nombreux inconnus. Et puis à suivre dans la nuit, une soirée spéciale élection américaine avec Chérif Diop et ses invités. Ce sera sur les antennes de la télé Futur Média. Du sport, avant de boucler ce journal, 25 Lions sont convoqués pour la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau. Match comptant pour la troisième et quatrième journée plutôt des éliminatoires de la CAN 2022. Franco Kanouté, 21 ans, Moustapha Nam, 25 ans, rejoignent la tanière. On note également les retours de Sadio Mané et Khalidou Koulibaly. Cher Salih Boudiara. Des retours d'un nouveau venu, Aliou Cissé appelle 25 Lions pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Une sélection sur fond de continuité et de renfort au milieu de terrain. Elimane Franck Kanouté, c'est un garçon qu'on suit depuis un bon bout de temps. Il évolue au milieu de terrain aussi, au Cercle de Bruges. Dans ce début de saison, il est intéressant avec son équipe. Donc je pense que c'est important de voir aussi comment il est capable d'évoluer avec nous dans cette équipe nationale. Le deuxième, c'est Moustapha Nam, qui est plus connu ici au Sénégal. C'est un garçon qu'on connaît, vu qu'il a gagné l'UFOA l'année dernière, si je me rappelle bien, avec le groupe de Seigne Saliou. Actuellement, il évolue comme milieu de terrain défensif au Paris FC, qui est premier en Ligue 2 en France, et je pense qu'il a contribué à cette progression de son équipe. Donc je pense que c'est normal de le voir. Et... Le sélectionneur qui va retrouver des cadres comme Mané et Koulibaly espère une émulation dans le groupe après la défaite en amical face au Maroc. La CAN 2022, ça se prépare aussi aujourd'hui, tout en continuant dans notre ligne directrice, mais apporter aussi du sang neuf, apporter de la qualité à l'équipe, apporter aussi de la concurrence à l'équipe. Aujourd'hui, le match contre le Maroc nous a donné aussi des indications. Premier du groupe I, le Sénégal compte maintenir son rang face aux Bissau-Guinéens. Même si c'est un derby, mais les enjeux de ce match-là sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, sportifs et comptables. Quand je dis sportif, c'est que nous sommes premiers aujourd'hui de cette poule-là, avec 6 points, et il nous tient à cœur, à la fin de ces doubles confrontations contre la Guinée-Bissau, de rester premiers. Pour ce fait, il nous faudra engager un maximum de points sur ces 2 matchs-là.
La première confrontation Sénégal-Guinée-Bissau, c'est le 11 novembre prochain au stade Lat Dior de Thiès. La seconde match de ce derby sous-régional est programmée 4 jours plus tard à Bissau. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. La suite, ou bien la deuxième partie de Soir d'Info, c'est avec vous, Aram. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw.